lorsque j'ai découvert que cette femme assise en face de moi au petit déjeuner, celle que mes enfants appelaient tante, celle qui riait avec mon mari dans le jardin, avait tout planifié pendant 30 ans pour prendre ma place, j'avais exactement 68 ans. Bonjour, je suis Madeleine, j'ai 68 ans et je suis ici pour vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Lyon, une histoire que vous aurez du mal à croire, mais dont chaque mot est vrai. Je suis professeure de littérature à la retraite. Pendant 30 ans, j'ai enseigné Victor Hugo, Albert Camus, Sartre aux jeunes du lycée Saint-Exupéry à Lyon. Je pensais être experte en compréhension de la nature humaine. Je croyais pouvoir voir les personnages, les intentions, les vrais visages derrière les masques. N'est-ce pas ce qu'est la littérature? Décrypter l'âme humaine, comprendre les motivations. Mais maintenant, à 68 ans, lorsque je regarde ma vie en arrière, je vois ceci. Parfois, les personnes les plus proches, celles que tu crois connaître le mieux, sont celles qui te trompent le plus. On ne devrait jamais faire confiance aveuglément aux proches. Parfois, il ne faut pas croire à un simple sourire, car il peut apporter du malheur. Cette histoire est celle d'une amitié qui a duré 30 ans, mais c'est aussi l'histoire d'un mensonge qui a duré 30 ans, une histoire de manipulation, et finalement, une histoire de survie. Maintenant, avant de commencer cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. Si vous aimez cette vidéo, j'en serai très heureuse car cette histoire doit toucher beaucoup de gens. Peut-être qu'en ce moment même, il y a une ombre dans votre vie et vous n'en êtes pas conscient. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère car je continuerai à raconter des histoires vraies et bouleversantes vécues par des gens ordinaires comme vous. Et dans les commentaires, écrivez-moi d'où vous regardez, de quelle ville, de quel pays vous êtes, parce que savoir que cette histoire touche des gens du monde entier, qu'elle sauve peut-être la vie de quelqu'un, me rend très heureuse. Maintenant, voyons comment tout a commencé. L'histoire commence il y a 30 ans. Nous sommes en 1995, j'ai 38 ans. Je travaille comme professeur de littérature au lycée Saint-Exupéry à Lyon. Ma vie à cette époque était simple, mais satisfaisante. Mon mari Philippe et moi avions 13 ans de mariage heureux. Lui, il travaillait comme chef dans un restaurant réputé de Lyon, un homme passionné, créatif, une âme d'artiste en matière de cuisine. Nous avions 2 enfants. Ma fille Élise avait 12 ans, une fille brillante, passionnée de littérature. Mon fils Antoine avait 9 ans, un enfant énergique, curieux, avec 1001 questions sur la vie. Nous avions un petit appartement charmant avec vue sur le Rhône. Le matin, en me réveillant et en regardant le fleuve par la fenêtre, je sentais l'odeur du café que Philippe préparait. Le week-end, nous nous promenions place Bellecour, nous achetions des légumes frais et des fromages aux halles Paul Bocuse. Antoine me tenait la main, Élise nous racontait l'histoire de Lyon. Elle était déjà passionnée d'histoire à l'époque. Notre vie était dans une routine prévisible, mais cette routine me donnait la paix. Elle me donnait confiance. C'est exactement à cette période que j'ai rencontré cette femme, Solène Moureau. Maintenant, quand je prononce ce nom, j'ai un goût amer dans la bouche, comme si je disais quelque chose de toxique. Solène avait 36 ans à l'époque. Elle venait de déménager de Paris à Lyon. Je n'oublierai jamais ce jour d'octobre où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. L'entrée de l'immeuble, elle luttait avec des cartons plein les bras. La sueur coulait de son front. Ses cheveux bruns étaient en désordre. Elle était essoufflée. Je l'ai aidée. Bien sûr que je l'ai aidée. J'ai toujours été comme ça. J'ai aidé à porter les cartons, je les ai montés chez elle, je lui ai offert du thé. Le sourire de Solène semblait tellement sincère. La solitude dans ses yeux bruns semblait tellement réelle. Elle s'est présentée. Elle travaillait comme éditrice dans une maison d'édition à Paris, mais avait démissionné. Elle voulait prendre un nouveau départ à Lyon. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de famille. Sa mère et son père étaient morts dans un accident de voiture il y a longtemps. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni famille. Elle était très seule à Paris. C'est pourquoi elle avait décidé de construire une nouvelle vie, dans une nouvelle ville. Mon cœur s'est serré pour elle, parce que j'étais quelqu'un qui aimait aider les gens, empathique. J'ai toujours été comme ça. C'était peut-être ma plus grande faiblesse, être trop empathique, donner à tout le monde une seconde chance, chercher le bien en chacun. Ne t'inquiète pas, Solène, lui ai-je dit ce jour-là. Lyon est une ville chaleureuse, tu te feras vite des amis ici. Et je suis là, viens prendre un café quand tu veux. Les yeux de Solène se sont illuminés. Vraiment, Madeleine? Tu es trop gentille? A-t-elle dit. Et ce jour-là, à ce moment-là, sans le savoir, inconsciemment, j'ai introduit un virus dans ma vie. Un virus qui allait me ronger de l'intérieur, lentement, silencieusement, pendant 30 ans. Après ce jour,
Solène et moi nous sommes rapidement rapprochés. Très vite. Maintenant que je regarde en arrière, anormalement vite. Chaque week-end, nous prenions un café ensemble. Nous parlions de livres, elle aimait aussi la littérature, elle avait rencontré de nombreux écrivains en travaillant à la maison d'édition à Paris, elle avait lu de nombreux manuscrits. Nous parlions de la vie, de l'amour, des déceptions. Solène m'a raconté sa mère et son père, comment elles étaient morts, combien elle s'était sentie seule ce jour-là, comment elle était seule aux funérailles. Elle a pleuré, j'ai pleuré aussi. Je l'ai enlacée. Tu n'es plus seule, nous sommes là. Et je dis, quelle erreur monumentale. Je l'ai présentée à ma famille. Philippe a beaucoup aimé Solène. C'est une femme très gentille, Madeleine, et passionnée de littérature comme toi. Sois une bonne amie pour elle, a-t-il dit. Mes enfants l'ont aimée aussi. Élise a commencé à l'appeler tante. Tante Solène, aujourd'hui j'ai lu Baudelaire à l'école. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie ? Demandait-elle. Solène parlait pendant des heures avec Élise, lui recommandait des livres. Antoine adorait jouer avec Solène. Solène lui apprenait à jouer à cache-cache, à faire des avions en papier, des jeux dans le jardin. Au fil des années, Solène est devenue comme un membre de notre famille. Elle était toujours là pour les anniversaires. À Noël, elle mangeait chez nous. À Pâques, nous allions ensemble à l'église. Quand la mère de Philippe est morte d'Alzheimer, Solène était aux funérailles avec nous, pleurant comme si elle avait perdu sa propre mère. Quand Antoine a commencé l'université, Solène lui a offert un ordinateur portable. Quand Élise s'est mariée, Solène était à côté de moi au mariage, essuyant ses yeux avec un mouchoir. « Élise fait une si belle mariée, Madeleine, élégante comme toi, disait-elle. 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai considéré Solène comme une vraie amie. Peut-être même aussi proche qu'un membre de la famille. J'ai partagé mes secrets avec elle, les moments de froideur avec Philippe, mes inquiétudes concernant les enfants, les difficultés au travail. Je pensais qu'elle partageait aussi tout avec moi. Ses amours ratés, son stress au travail, sa solitude. Mais voici ce qui est très important. Solène ne s'est jamais mariée. Pendant 30 ans, elle n'a jamais eu de relation sérieuse. Elle a eu quelques petits amis, mais ce n'a jamais duré que quelques mois. « Ils ne me comprennent pas, Madeleine, disait-elle. Je veux une relation comme la tienne avec Philippe, mais je ne la trouve pas. » Je pensais que c'était parce qu'elle était sélective, qu'elle avait des standards hauts. Solène avait commencé à travailler comme éditrice dans une bonne maison d'édition à Lyon et avait beaucoup de succès. Elle était axée sur sa carrière. Mais maintenant, en regardant en arrière, il y avait tellement de signes, tellement de drapeaux rouges que je n'ai pas vus. Par exemple, le style vestimentaire de Solène a progressivement commencé à me ressembler au fil des années. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle s'habillait plus sportivement, jeans, pull, basket. Mais avec le temps, elle a commencé à s'habiller comme moi. Jupe longue, chemisier élégant, bijoux fins en or. Un jour, j'ai remarqué qu'elle avait acheté les mêmes chaussures de marque que moi, des ballerines Repetto, marron, exactement comme les miennes. « Madeleine, j'adore ton style, il est si élégant », avait-elle dit. Je l'avais pris comme un compliment. Puis sa coiffure a changé. Elle avait de longs cheveux ondulés, elle les a coupés courts, une coupe au carré comme la mienne. Elle a changé de parfum, elle a commencé à utiliser le Chanel numéro 5 que j'utilisais. Un jour, quand je l'ai enlacé, j'ai senti son odeur et j'ai été surprise un instant. J'ai eu l'impression de m'enlacer moi-même. Mais je suis passée outre. Quelle belle coïncidence, nous utilisons le même parfum, ai-je dit. Il y avait autre chose. Solène commençait à être plus proche de ma famille que moi. Par exemple, quand le premier bébé de ma fille Élise est né, Solène rendait visite tous les jours, plus souvent que moi, parfois 2 fois par jour. Élise me disait « Maman, tante Solène aide beaucoup, elle me soutient beaucoup dans les soins au bébé, elle vient parce que tu es au travail ?» J'étais heureuse, heureusement que Solène est là, disais-je. Mais d'un côté, j'avais un sentiment étrange en moi. Je ne pouvais pas définir ce sentiment. Était-ce de la jalousie, de l'inconfort ? Je ne savais pas. Philippe, mon mari, a pris sa retraite il y a 8 ans. Il avait 65 ans. Il voulait s'éloigner du rythme épuisant du restaurant. Après sa retraite, il a commencé à s'occuper du jardin, à lire des livres et à passer beaucoup de temps avec Solène. Ils allaient ensemble au marché, s'occupaient ensemble du jardin. Philippe me disait « Solène est vraiment une très bonne personne, Madeleine. Nous devons prendre soin d'elle, elle fait partie de notre famille. » J'étais d'accord. Mais encore, ce sentiment était en moi, ce sentiment étrange, indéfinissable, qui me noua l'estomac. Il y a 3 ans, j'ai aussi pris ma retraite. À 65 ans, j'ai terminé ma carrière d'enseignante de 30 ans.
Maintenant, j'avais beaucoup de temps. J'ai commencé à passer plus de temps avec Solène. Nous allions ensemble au cours de yoga, ensemble au club de lecture. Mais j'ai progressivement remarqué que Solène suivait, copiait chacun de mes mouvements. Par exemple, si je lisais un livre, la semaine suivante, elle lisait aussi le même livre. « Le livre que tu as recommandé était génial, Madeleine, disait-elle. Mais je ne lui avais pas recommandé ce livre. Si je mangeais dans un restaurant, elle allait aussi dans le même restaurant manger le même plat. Si je prenais un nouveau hobby, par exemple, si j'achetais de nouvelles plantes pour le jardin de notre maison de campagne, elle achetait aussi les mêmes plantes. Un jour, ma fille Élise m'a dit quelque chose. Nous prenions le thé ensemble. Élise m'a regardé attentivement et a dit « Maman, tante Solène qui ressemble beaucoup, tu as remarqué ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. « Je veux dire, quand elle parle, elle fait le ton de ta voix comme le tien. Elle fait tes gestes comme les tiens. Même l'autre jour, je l'ai vue, elle imitait ta démarche. » Quand j'ai entendu ça, j'ai ri, mais intérieurement, j'étais mal à l'aise. « Tu exagères, Élise, ai-je dit. »« Non, maman, je suis sérieuse. Parfois, de loin, je ne sais pas si c'est toi que je vois ou elle, a-t-elle dit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots d'Élise tournaient dans ma tête. Je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai regardé la photo de Solène sur mon téléphone. Notre coupe de cheveux était la même. Nos montures de lunettes étaient similaires. Notre style vestimentaire était le même. Mais la partie la plus étrange était les expressions faciales de Solène, son rire, sa façon de lever les sourcils. Tout me ressemblait. Comment cela s'était-il produit? En 30 ans, avait-elle commencé à me ressembler ou ne l'avais-je pas remarqué? Et puis, il y a 2 ans, Philippe est tombé malade. Il a eu une crise cardiaque grave. Je n'oublierai jamais ce jour. Philippe préparait le petit déjeuner dans la cuisine, quand soudain il est tombé par terre, tenant sa poitrine, ne pouvant pas respirer. J'ai appelé l'ambulance, nous l'avons emmené à l'hôpital. Il est resté 3 semaines en soins intensifs. Pendant ces 3 semaines, Solène ne m'a jamais quittée. Elle venait à l'hôpital tous les jours, attendait avec moi, me soutenait. Elle pleurait avec moi, priait. « Philippe va guérir, Madeleine, c'est un homme fort », disait-elle. À cette époque, j'étais tellement épuisée, tellement fragile, que la présence de Solène me maintenait debout. Quand Philippe a guéri, quand il est rentré à la maison, Solène nous rendait visite tous les jours. Elle s'occupait de Philippe, lui apportait à manger, contrôlait ses médicaments, organisait ses rendez-vous chez le médecin. J'étais émotionnellement épuisée. La maladie de Philippe m'avait beaucoup affaiblie. Et Solène était là, s'occupant de tout. Je lui étais tellement reconnaissante, vraiment reconnaissante. Mais il y a 6 mois, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a tout changé. Un matin, en faisant le grand nettoyage de printemps à la maison, je rangeais le vieux placard dans le bureau de Philippe. Je mettais les vieux papiers, les documents dans des boîtes en carton. Et là, au fond du placard, dans la poussière, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures. J'étais curieuse. Les vieilles chaussures de Philippe. J'ai ouvert la boîte. Il y avait des lettres dedans. Beaucoup de lettres. Des lettres ouvertes, écrites à la main, parfois de 10 pages. J'ai ouvert la première lettre. Date 2010. C'était une lettre de Solène à Philippe. « Cher Philippe », commençait-elle. « Aujourd'hui, je t'ai vu dans le jardin. Ta chemise était ouverte, tu transpirais. Je t'ai regardé par la fenêtre et mon cœur battait si fort. Philippe, je t'aime. Je sais que je ne devrais pas le dire, mais je ne peux plus tenir. J'aime ton rire, j'aime tes mains, j'aime la façon dont tu regardes Madeleine. Si seulement tu me regardais aussi comme ça. » En lisant cette première lettre, j'ai eu le souffle coupé, comme si quelqu'un m'avait frappé d'un coup de poing. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert la deuxième lettre, 2011. Encore de Solène à Philippe. « Philippe, hier soir je t'ai vu dans mon rêve. Tu me parlais, tu tenais ma main. Quand je me suis réveillée, j'ai pleuré parce que ce n'était pas réel. Philippe, Madeleine ne te mérite pas. Elle ne te comprend pas. Elle est concentrée sur son travail. Elle ne te voit pas. Mais moi je te vois. Moi je pense à toi tous les jours. » Troisième lettre, 2013. « Philippe, un jour quand Madeleine se retirera de notre vie, un jour quand elle vieillira, tombera malade, peut-être que tu me regarderas. J'attendrai, Philippe. Je vaux la peine de t'attendre, parce que tu es l'amour de ma vie. » En lisant ces lettres, le monde s'écroulait sur moi. 15 ans. Pendant 15 ans, Solène avait écrit des lettres d'amour à Philippe. Et Philippe avait gardé ces lettres, les avait cachées au fond de son placard. Ce jour-là, quand Philippe est rentré à la maison, j'ai mis les lettres devant lui.
Mes mains tremblaient encore. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste montré les lettres. Le visage de Philippe est devenu blanc comme un linge. Ses yeux se sont agrandis, son souffle s'est coupé. Comme s'il avait vu un fantôme. Madeleine, a-t-il commencé, mais n'a pas pu continuer. Depuis quand ai-je demandé. Ma voix était froide, une voix que je ne reconnaissais pas. Depuis quand sais-tu? Philippe s'est effondré par terre. Depuis très longtemps, a-t-il dit. J'ai reçu la première lettre en 2010. J'étais très choquée. J'ai essayé de parler avec Solène, mais elle a tout nié. J'ai dit que c'était peut-être une blague, peut-être un malentendu, mais les lettres ont continué. Chaque année, chaque mois, parfois une lettre par semaine. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Des larmes coulaient de mes yeux, mais ma voix était toujours froide. Parce que j'avais peur, Madeleine. J'avais peur que tu sois triste, que ton amitié avec Solène se termine. Tu avais besoin d'elle. Et moi, je n'ai jamais répondu à ses sentiments. Je le jure, jamais. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'au matin. Philippe m'a tout raconté. Comment Solène essayait de le coincer, comment elle essayait de le toucher, comment elle disait du mal de moi, des choses comme « Madeleine vieillit, Philippe, elle ne peut plus te rendre heureux ». Et le pire, Philippe m'a dit « Madeleine, ces dernières années, Solène est devenue plus agressive. Elle voulait que je sois froid avec toi, que je mette de la distance entre nous. Elle m'a dit « Si Madeleine part, je peux être avec toi ». À ce moment-là, j'ai compris. Solène ne voulait pas seulement Philippe, elle voulait Maddy. Elle voulait prendre ma place en m'imitant. Comment n'ai-je pas pu m'en rendre compte, cher lecteur, dites-le-moi. Après cette nuit, ma vie a complètement changé. Maintenant, quand je regardais Solène, je ne voyais plus mon amie gentille et aimable. À sa place, je voyais une étrangère. Une étrangère dangereuse, calculatrice, manipulatrice. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Je n'avais pas pu dormir de toute façon. J'ai regardé par la fenêtre et voici ce que j'ai vu. Solène, juste à ce moment-là, ouvrait ses rideaux. J'ai regardé ma montre, 7 heures. Je me réveillais tous les matins à 7 heures. Une coïncidence ? À 8 heures, j'ai pris mon petit déjeuner, puis je me suis préparée pour ma promenade le long du Rhône, comme je le faisais tous les matins. Je suis sortie, j'ai commencé à marcher le long du fleuve. La brume matinale n'était pas encore levée, l'air était frais et humide. Après avoir marché environ 10 minutes, je me suis retournée. Et je l'ai vue. Solène marchait exactement 20 mètres derrière moi, à la même vitesse, sur le même itinéraire, comme mon ombre. Mon cœur s'est mis à battre rapidement. Je me suis arrêtée, elle s'est arrêtée aussi. J'ai continué à marcher, j'ai accéléré, elle a accéléré aussi. J'ai commencé à courir, elle a commencé à courir aussi. Paniquée, je suis rentrée à la maison. J'ai tout raconté à Philippe. Philippe, elle me suit, en ce moment, dehors, partout. Philippe a essayé de me calmer, mais il y avait de la peur dans ses yeux. Parce que maintenant, nous comprenions tous les deux. Solène n'était pas seulement une admiratrice, elle était dangereuse. Ce jour-là, j'ai décidé d'observer Solène de manière systématique. Si elle me surveillait, je la surveillerais aussi. Mais cette fois, j'allais tout documenter. La première chose que j'ai faite a été d'examiner en détail les comptes de réseaux sociaux de Solène. J'ai regardé Facebook, Instagram, même LinkedIn. Et ce que j'ai vu m'a choquée. La page Facebook de Solène était comme notre album de famille. Des centaines de photos, mais des photos organisées de manière très étrange. Par exemple, il y avait une photo du mariage d'Élise. Dans l'original, Philippe, Solène et moi étions côte à côte. Mais dans la version que Solène avait partagée, j'étais comme inexistante. La photo avait été recadrée. Il ne restait que Solène et Philippe. Sous la photo, elle avait écrit « Belle journée de mariage ». Une autre photo, la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Je tenais mon petit-fils dans mes bras, Solène était à côté de nous. Mais dans la photo partagée, j'étais floue, comme si on avait essayé de m'effacer avec Photoshop. Solène apparaissait nette et brillante. Le commentaire en dessous, « Beau moment avec ton cher petit-fils ». Mais quand elle disait « ton petit-fils », elle l'écrivait comme si elle était la grand-mère du petit-fils. J'ai passé en vue chaque photo, des centaines de photos, et dans chacune, le même schéma. J'étais soit complètement recadrée, soit floue, soit complètement inexistante. Solène m'effaçait numériquement, pixel par pixel. La femme à l'écran, c'était moi, mais ce n'était pas moi. Solène m'effaçait, me retirait de ma vie. Puis j'ai regardé son Instagram. C'était encore pire là-bas. Solène partageait des photos de notre maison, mais comme si c'était la sienne. « Journée paisible à la maison aujourd'hui », écrivait-elle en dessous une photo de notre salon. « Travailler dans le jardin est si agréable », écrivait-elle en dessous une photo de notre jardin. Si seulement j'avais regardé avant, si seulement. Et le plus effrayant,
Sur une photo, Philippe travaillait dans le jardin. Sa chemise était ouverte, il transpirait. Solène avait pris cette photo en gros plan, elle avait zoomé. Le hashtag en dessous, My Love, Soulmate, Forever. J'ai eu la nausée. J'ai couru aux toilettes. J'étais sur le point de vomir. Quand Philippe a vu ces photos, son visage est devenu violet. Madeleine, c'est une maladie. C'est une obsession, a-t-il dit. Nous devons aller à la police. Non, ai-je dit. Pas encore. Nous devons rassembler plus de preuves. Parce que si nous allons à la police maintenant, Solène niera tout. Elle dira « Ce ne sont que des photos, je partage juste des photos de ma famille ». Philippe savait que j'avais raison. Mais nous ne savions pas tous les deux quoi faire. Ce soir-là, j'ai appelé ma fille Élise. J'ai raconté à Élise les lettres de Solène, ses comptes de réseaux sociaux, le fait qu'elle me suivait. Élise n'a d'abord pas pu y croire. « Maman, c'est impossible. Tante Solène fait partie de notre famille, elle nous a toujours bien traités, a-t-elle dit. Élise, je vais t'envoyer quelque chose, ai-je dit. Et j'ai envoyé des captures d'écran, des lettres, des photos. Élise est restée silencieuse longtemps, puis sa voix a tremblé en parlant. « Maman, c'est horrible, mais peut-être que ces lettres sont très anciennes, peut-être que tante Solène ne pense plus comme ça. Élise, il y a un post Instagram daté de la semaine dernière. Elle continue toujours. » Élise a pris une profonde inspiration. Ce jour-là, nous avons longuement parlé avec elle. Et nous avons fait un plan. Nous allions tendre un piège à Solène. Mon plan était le suivant. Élise allait appeler Solène et lui dire un mensonge. « Tante Solène, j'ai eu une très mauvaise dispute avec ma mère. Maman ne me parle plus. Je suis très triste. Pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de parler avec toi. Tu es l'amie la plus proche de ma mère. Peut-être que tu peux intervenir. » Élise a exécuté le plan. Elle a appelé Solène, a dit exactement ce que je lui avais dit. La voix de Solène a immédiatement changé. Elle était excitée, presque heureuse. « Bien sûr, Élise, je suis toujours de ton côté. Rencontrons-nous demain, parlons, » a-t-elle dit. Élise et Solène se sont rencontrées le lendemain dans un café au centre de Lyon. J'étais là aussi, de loin, où je pouvais les voir, mais où Solène ne pouvait pas me voir. J'ai mis des écouteurs. L'application d'enregistrement était ouverte sur le téléphone d'Élise. J'allais tout écouter. Élise a raconté à Solène l'histoire que nous avions planifiée. « Maman a beaucoup changé ces derniers temps, tante Solène. Elle est devenue très capricieuse, très méfiante. Elle se dispute constamment avec moi et avec papa. Même l'autre jour, elle m'a dit « Peut-être que je vieillis, personne ne me comprend. Je pense que ce sont les effets du vieillissement. » « Vraiment ?» a dit Élise, jouant son rôle à perfection. « Je ressens la même chose. Mais que dois-je faire ?» Et puis Solène a dit ceci. Mot pour mot, c'est sur l'enregistrement. « Élise, peut-être que toi, Antoine et Philippe devriez établir une nouvelle dynamique familiale. Donnez un peu d'espace à Madeleine, ne vous attachez pas trop à elle, parce que les personnes âgées, tu sais, un jour elles partiront. Et alors, vous devez être préparés. Je peux vous aider. Je peux m'occuper de Philippe, je peux m'occuper de ton bébé, je peux soutenir Antoine. Ainsi, Madeleine ne se sentira pas inutile. Elle pourra se reposer tranquillement. » Quand j'ai entendu ces mots dans les écouteurs, j'ai commencé à trembler de colère. Solène disait ouvertement « Mettez Madeleine de côté, je vais prendre sa place. » Élise avait compris aussi. Alors, une dynamique familiale sans maman ? Tante Solène ? A-t-elle demandé, le choc dans sa voix. Solène s'est immédiatement corrigée. « Non, non, bien sûr, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est de ne pas trop charger Madeleine. Je serai là, je serai prête à aider. Après tout, je fais partie de la famille aussi, n'est-ce pas ? Je suis dans la famille depuis 30 ans. » Mais les mots étaient clairs. L'intention était évidente. Après qu'Élise soit sortie du café, nous nous sommes rencontrés. Elle pleurait. « Maman, tu avais raison. Elle essaie vraiment de te retirer de la famille. Elle veut prendre ta place. » C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer à ma fille. Qui sait quoi d'autre nous ne savons pas encore. Quand nous sommes rentrés à la maison, Philippe a écouté l'enregistrement.
Son visage est devenu blanc comme de la craie. « C'en est assez, maintenant, a-t-il dit. Nous allons aller à la police, maintenant. Non, Philippe, ai-je dit, il n'y a pas encore de crime concret. Solène n'a techniquement commis aucun crime. Elle a juste parlé, juste partagé des photos. La police dira « c'est juste une amitié, vous exagérez ». Alors, que faisons-nous ? Nous allons commencer à être froids avec elle. Nous allons prendre nos distances et nous attendrons. Parce que quand on prendra ses distances, Solène va paniquer. Et les gens qui agissent en panique font des erreurs. Et c'est cette stratégie que j'ai mise en œuvre. La semaine suivante, quand Solène m'a appelé, je n'ai pas répondu. Quand elle a envoyé un message, j'ai donné des réponses courtes. « Je suis occupée, on parlera plus tard ». Philippe a fait la même chose. Il n'a pas répondu aux appels de Solène, il n'a pas ouvert la porte. La première semaine, Solène a essayé de comprendre. « Madeleine, tu vas bien ? Il y a un problème ?» a-t-elle envoyé comme message. J'ai répondu « Tout va bien, je suis juste un peu fatiguée ». La deuxième semaine, Solène a commencé à devenir agitée. Elle a commencé à envoyer des messages plus fréquemment. « Madeleine, j'ai besoin de te parler. Pourquoi ne parles-tu pas avec moi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Je n'ai pas répondu. La troisième semaine, Solène a paniqué. Un matin, on a sonné à notre porte. Philippe a ouvert la porte. Solène pleurait, son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient en désordre. « Philippe, que se passe-t-il ? Pourquoi Madeleine ne me parle-t-elle pas ? Pourquoi tu ne me parles pas non plus ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? S'il te plaît, dis-moi » a-t-elle supplié. Le souffle de Philippe a tremblé. En 35 ans de mariage, je ne l'avais pas vu comme ça, effrayé, coupable, impuissant, mais il y avait de la détermination dans sa voix. « Solène, je pense que tu devrais prendre un peu de distance avec nous. »« Pourquoi ?» La voix de Solène s'est transformée en cri. « Je fais partie de votre famille. Je suis là depuis 30 ans. » C'est justement pour ça, Solène. Tu es un peu trop proche. Ce n'est pas sain. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les lettres, Solène. Je sais. Madeleine sait aussi. Le visage de Solène est devenu blanc comme un linge. Ces lettres, elles étaient très anciennes, Philippe. Je ne pense plus comme ça. Je suis juste... Non, Solène, tu penses toujours comme ça. Et ça doit s'arrêter. Philippe a fermé la porte. Solène a pleuré pendant 10 minutes devant la porte, a supplié. Puis, elle est partie. Après ce jour, le comportement de Solène a changé. Elle ne pleurait plus. Elle ne suppliait plus. Maintenant, elle menaçait. Les messages ont commencé à arriver. « Vous ne pouvez pas me retirer de votre vie. Je fais partie de cette famille. Je suis là depuis 30 ans. Je suis autant propriétaire de cette maison que vous. » Un autre message. « Élise me raconte tout. Antoine me parle. Il ne vous écoute pas. Il m'aime. » Quand nous avons reçu ces messages, nous avons pensé qu'il était temps d'aller à la police. Mais d'abord, nous devions rassembler plus de preuves. Et c'est exactement à ce moment-là que Solène a fait une très grosse erreur. Cette erreur allait causer sa perte. Mais attendez, avant de raconter cette chose horrible que Solène a faite, je veux vous dire quelque chose. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez aussi quelqu'un dans votre vie qui vous dérange, qui viole vos limites, s'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo. Parce que parfois, le plus grand danger vient de la personne qui semble la plus proche. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère, car je continuerai à partager de vraies histoires comme celle-ci. Écrivez-moi vos expériences dans les commentaires. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Apprenons les uns des autres, soutenons-nous mutuellement. Maintenant, laissez-moi continuer à raconter cette horrible erreur de Solène. Vendredi matin, Philippe et moi nous préparions à aller à Paris. C'était le mariage d'un ancien collègue de Philippe. Nous allions rester à Paris tout le week-end. Nous avions prévenu Élise et Antoine, mais nous n'avions intentionnellement rien dit à Solène. Nous voulions la tester. Que ferait-elle quand elle apprendrait que nous n'étions pas à la maison ? Nous sommes arrivés à Paris vendredi après-midi. Nous nous sommes installés dans un charmant petit hôtel dans le quartier du Marais. Tout était normal. Samedi, nous avons assisté au mariage, nous nous sommes amusés, nous avons dansé. Pour un instant, j'avais oublié Solène. J'imaginais que ma vie était normale. Mais samedi soir, à 22h, ma fille Élise m'a appelée. Il y avait de la panique dans sa voix. Elle était essoufflée. « Maman, tu dois rentrer immédiatement à la maison. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Le bébé va bien. »
Nous allons bien, maman. Mais tante Solène est à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire, à la maison? Élise a raconté en tremblant. Madame Laurent, la voisine, m'a appelée à 21h. Elle a vu de la fumée venant de la maison. Elle se demandait si c'était un incendie. Avant d'appeler les pompiers, elle m'a appelée. J'ai immédiatement couru à la maison. La porte était ouverte, maman. Elle n'était pas fermée à clé. Je suis entrée et tante Soren était dans la cuisine. Elle faisait cuire quelque chose dans une casserole. De la fumée sortait. Elle avait laissé la cuisinière allumée. Je suis restée figée. Comment Solène est-elle entrée dans notre maison? Je ne sais pas, maman. Quand elle m'a vue, elle a été très choquée. Ah, Élise, je ne t'attendais pas. Je suis venue arroser les fleurs pendant votre absence, a-t-elle dit. Mais maman, il n'y a pas de fleurs à la maison. Et le pire quoi, Élise? La voix d'Élise s'est brisée. Maman, elle était dans ta chambre. Elle avait fouillé dans ton armoire. Elle avait sorti tes vêtements, les avait étalés sur le lit et elle avait vaporisé ton parfum sur les oreillers. Toute la pièce sentait ton odeur. À ce moment-là, tout mon corps s'est mis à trembler. Solène était entrée dans ma chambre, dans mon espace le plus privé. Elle s'était assise sur mon lit, avait posé sa tête sur mon oreiller, avait peut-être porté mes vêtements, avait senti l'odeur de Philippe. Philippe, nous partons immédiatement. Et je dis, ma voix était sortie si durement que Philippe n'a posé aucune question. Il a immédiatement fait les valises. Nous sommes courus vers un taxi, nous sommes montés dans le premier train. Assise dans le train, regardant par la fenêtre, tout ce que je pouvais penser était « Solène, dort-elle maintenant dans mon lit? Porte-t-elle mes vêtements? Regarde-t-elle la photo de Philippe? Se tient-elle devant mon miroir en disant « Je suis Madeleine, je suis la femme de Philippe ?» Le voyage de 2 heures de Paris à Lyon m'a semblé durer 2 ans. Quand nous sommes arrivés à la maison, il était 22h30. La police était déjà là. Élise a réappelé la police. 2 policiers, une femme et un homme attendaient devant notre maison. Solène était toujours à l'intérieur. Je suis entrée. Solène était dans le salon, assise sur le canapé. Elle parlait avec les policiers, buvait du thé, dans ma tasse de thé. Quand elle m'a vue, elle a souri comme si de rien n'était. Ah, Madeleine, tu es rentrée de Paris? Comment s'est passé le mariage? C'était amusant? C'était incroyable. Cette femme était entrée de force dans ma maison, avait envahi ma chambre et maintenant elle me souriait en me demandant comment s'était passé le mariage, comme si c'était une simple visite. La femme policier s'est tournée vers moi. « Madame Dubois, avez-vous une relation avec cette femme ?» Oui, et je dis. J'essayais de faire sortir ma voix froide et contrôlée, mais je tremblais intérieurement. C'est mon ancienne amie, une très ancienne amie. Cette femme avait-elle votre permission d'entrer dans votre maison? Non, absolument pas. Solène est immédiatement intervenue. Elle s'est levée, a ouvert les mains avec une attitude innocente. « Madeleine, tu m'avais donné une clé de rechange, tu ne te souviens pas? Avant de partir à Paris, tu as dit « Solène, prends une clé pour arroser les fleurs. » Non, Solène. Et je dis. Je l'ai regardée, dans ses yeux. Pour la première fois après 30 ans, je l'ai vraiment regardée. Je ne t'ai jamais donné de clé. Et il n'y a pas de fleurs à la maison. Le visage de Solène a changé. Ce masque gentil et aimable est tombé. Une folie est apparue dans ses yeux, un éclat étrange. « Madeleine, tu vieillis, tu oublies des choses. Tu m'habilles hier, j'allais arroser les fleurs. Je suis ton amie depuis 30 ans. Je ne te ferai pas de mal, je t'aime. » Elle a crié le dernier mot. Le ton de sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix de Solène, c'était comme la voix de quelqu'un d'autre. « Et alors, qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre ?» et se demandait. « Que cherchais-tu dans mon armoire? Pourquoi avais-tu sorti mes vêtements? Pourquoi avais-tu vaporisé mon parfum sur mes oreillers ?» Solène a hésité. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis « Je voulais juste voir quels beaux vêtements tu as. Tu es mon amie la plus proche. J'aime ton style. Je veux être comme toi. Est-ce un crime ?» Le policier homme est intervenu. « Madame, comment êtes-vous entrée dans cette maison? La porte était fermée à clé. »« Il y avait une clé, » a dit Solène. « Où est cette clé ?» Solène a fouillé dans sa poche. Elle a sorti une clé. Le policier a pris la clé, l'a examinée, puis me l'a montrée. « Est-ce votre clé ?» J'ai regardé la clé. Ce n'était pas notre clé parce que notre clé avait un porte-clés coccinelle rouge. Cette clé était simple. Il n'y avait rien. Non. Et je dis, ce n'est pas notre clé. Le policier s'est tourné vers Solène.
D'où vient cette clé? Solène a paniqué. Je l'ai prise il y a des années, Madeleine me l'avait donnée. Madame Dubois, avez-vous déjà donné une clé de rechange à cette femme? Non. Jamais. Le policier a regardé la porte. La serrure avait été forcée. Il y avait des rayures. Cette serrure a été cassée, a-t-il dit. Quelqu'un a utilisé quelque chose pour l'ouvrir. Un tournevis, un couteau, quelque chose comme ça. Le visage de Solène est devenu blanc comme un linge. La femme policier s'est tournée vers Élise. « Quand vous êtes arrivée à la maison, que faisait cette femme? Où ?» Élise a raconté. « Elle faisait cuire quelque chose dans la cuisine. La cuisinière était allumée, il y avait quelque chose de liquide dans la casserole. Ça bouillait, de la fumée sortait. Et dans la chambre, les vêtements de ma mère étaient étalés sur le lit. » Le policier est allé dans la cuisine, a regardé dans la casserole. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. Solène n'a pas répondu. Le policier a examiné le liquide dans la casserole, puis il s'est tourné vers nous. « Cela ressemble à du parfum. Quelqu'un a fait bouillir du parfum ici. » Du parfum. Solène faisait bouillir mon parfum. Le Chanel No. 5, mon odeur, ma signature. Pourquoi? Pour remplir la maison de mon odeur? Pour se couvrir de mon odeur? Le policier s'est tourné vers Solène. « Madame, vous êtes en garde à vue, pour intrusion avec effraction. » Solène a crié. « Non, vous ne pouvez pas faire ça! Je viens élever dans cette maison depuis 30 ans, je fais partie de cette famille. Madeleine, dis-leur que je suis ta meilleure amie. » Je l'ai regardée. Après 30 ans, pour la première fois, je l'ai vraiment vue. Ce n'était plus Solène. C'était une femme malade qui essayait de devenir ma copie, qui essayait de voler ma vie. « Non, Solène, ai-je dit doucement. Tu n'as jamais été mon amie. Tu n'as jamais été mon amie. » Les policiers ont emmené Solène. Elle criait, pleurait. « Madeleine, tu ne peux pas me faire ça! Je t'aime! Je suis ton ombre! Je ne peux pas vivre sans toi !» criait-elle. Quand la porte s'est fermée, mes jambes ont lâché. Je me suis assise par terre, j'ai commencé à pleurer. Philippe est venu vers moi, m'a enlacée. Élise a aussi enlacé nous trois. Là, dans le salon, nous avons pleuré. Le lendemain matin tôt, la police est venue faire une fouille détaillée. Ils ont fouillé le sous-sol, le grenier, chaque pièce. Et dans le sous-sol, parmi les vieilles affaires, ils ont trouvé une boîte. Quand la police a ouvert la boîte, ce qu'il y avait dedans m'a choquée. Dans la boîte, il y avait Mes vieilles photos. Des milliers de photos, certaines datant d'il y a 30 ans. Une partie des photos devait avoir été volée de notre album de famille. Mes mèches de cheveux, dans de petits sacs en plastique, datés. 2005, cheveux de Madeleine. 2010, cheveux de Madeleine. Mes vieilles brosses à dents utilisées. Des photocopies de mes vieilles lettres. Lettres d'amour que j'avais écrites à Philippe, notes que j'avais écrites aux enfants. Des copies de mes informations de carte de crédit. Une photocopie de ma carte d'identité. Une copie de mon numéro de sécurité sociale. Et le plus effrayant, un cahier. À l'intérieur, un journal écrit de la main de Solène. La police m'a montré quelques pages du journal. 15 mars 2015. Aujourd'hui, j'ai pris une mèche de cheveux de Madeleine. Je suis allée chez son coiffeur. J'ai dit « Je veux la même coupe que Madeleine ». Pendant que le coiffeur coupait ses cheveux, j'ai pris quelques mèches de cheveux tombées par terre. Maintenant, à la maison, les cheveux de Madeleine sont avec moi. C'est comme si elle vivait avec moi. 3 juin 2018, aujourd'hui je suis entrée dans l'armoire de Madeleine. Pendant que Philippe était sous la douche, je suis allée chez eux, j'ai dit « Je suis venue prendre un café ». Pendant que Madeleine était dans la cuisine, je suis entrée dans la chambre, j'ai ouvert son armoire, j'ai senti ses vêtements, j'ai senti son odeur. J'ai pris une de ses robes, verte, élégante. Maintenant, elle est chez moi, dans mon armoire. Quand je la porte, je deviens Madeleine. 20 décembre 2022, Philippe m'a dit aujourd'hui « Solène, tu ressembles beaucoup à Madeleine ». J'ai souri. Le plan fonctionne. Un jour, je serai exactement Madeleine, et elle disparaîtra, et Philippe m'aimera, parce que je serai une meilleure Madeleine que Madeleine. Un psychologue de la police est venu, a évalué la situation. Il m'a dit ceci. « Madame Dubois, cette femme souffre d'un trouble psychiatrique grave.
Elle montre des signes d'érotomanie et de syndrome de Clérambault, c'est-à-dire aimer quelqu'un unilatéralement et croire que cette personne l'aime aussi. Mais au-delà de ça, il y a une obsession de vol d'identité. Elle ne vous aime pas seulement, elle veut être vous. Est-elle dangereuse ? Ai-je demandé. Le psychologue a hésité. Potentiellement, oui. Parce que dans ce type d'obsession, si la personne n'obtient pas ce qu'elle veut, deux choses se produisent. Soit elle abandonne, soit elle cause des dommages. Le processus judiciaire a commencé. Solène a été accusée de intrusion avec effraction, harcèlement, traque, tentative de vol d'identité. Avant le procès, une évaluation psychologique a été faite. Le passé de Solène à Paris a été inquiété et nous avons appris des choses choquantes. Solène avait fait la même chose à Paris aussi. Entre 2005 et 2010, à Paris, elle avait suivi une femme, une docteure nommée Camille Rousseau. Elle avait fait les mêmes choses, la copier, entrer dans sa vie, se rapprocher de sa famille, mais Camille l'avait remarqué plus tôt, après 5 ans, pas 30 ans. Elle avait obtenu une ordonnance d'interdiction contre Solène. C'est alors que Solène avait quitté Paris et était venue à Lyon, et elle m'avait trouvée, une nouvelle victime. Au tribunal, l'avocat de Solène a dit « Ma cliente est malade, elle a besoin de traitement, pas de prison ». Mais le procureur a dit « Cette femme est dangereuse, elle peut nuire à la société, elle doit être isolée ». Le tribunal a condamné Solène à 3 ans de prison. De plus, elle devait suivre un traitement psychiatrique forcé, rester à moins de 500 mètres de moi et de ma famille et être éloignée de Lyon. Quand la sentence a été prononcée, Solène m'a regardée dans la salle d'audience. Il n'y avait ni colère ni regret, juste un regard vide. Et elle a dit ceci au milieu de la salle d'audience. « Madeleine, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Et un jour, tu me comprendras. Parce que j'étais ton amie la plus fidèle. J'étais ton ombre. Et les ombres ne disparaissent jamais. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai eu des frissons. Après l'emprisonnement de Solène, notre vie a lentement commencé à revenir à la normale. Mais normale n'était plus comme avant, parce que j'étais maintenant une Madeleine différente. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une femme familière, mais différente. Solène avait essayé de me changer, mais finalement c'est moi qui avais changé. Plus forte, plus consciente, mais avec une partie manquante, une Madeleine. Les premiers mois ont été terrifiants. Je ne pouvais pas dormir la nuit, je voyais Solène dans mes rêves. Elle portait mes vêtements, me regardait dans le miroir, disait « Je suis Madeleine ». Je me réveillais en sueur, mon cœur battait follement. Quand on sonnait à la porte, je sursautais. Quand le téléphone sonnait, j'avais des crises de panique. Quand j'allais au supermarché, je regardais constamment autour de moi, vérifiant si quelqu'un me suivait. J'ai commencé une thérapie, docteur Laurent, 60 ans, une femme gentille et compréhensive. Lors de notre première séance, elle m'a demandé « Madeleine, comment vous sentez-vous » Je me sens stupide et je dis « 30 ans, comment ai-je pu ne pas voir pendant 30 ans ?»« Madeleine, vous n'êtes pas une victime, vous êtes une survivante », a dit docteur Laurent. Solène était une manipulatrice professionnelle. Elle souffrait d'un trouble psychiatrique et a pu se masquer pendant très longtemps sans éveiller les soupçons de personne. Ce n'est pas votre faute. Mais je ne pouvais pas me pardonner. Chaque fois que j'allais en thérapie, docteur Laurent me disait « La guérison prend du temps, le traumatisme ne passe pas en une nuit ». Philippe aussi avait été très affecté. Il se sentait terriblement coupable. La nuit, il s'asseyait à côté de moi, disant constamment « Madeleine, je suis désolée. Je n'aurais pas dû garder ces lettres, j'aurais dû te le dire. J'aurais dû retirer Solène de nos vies. Je n'ai pas pu te protéger. » Le souffle de Philippe tremblait en disant ces mots. Je tenais sa main. « Philippe, tu as aussi été une victime. Solène nous a tous manipulés. C'était une très bonne actrice. » Mais le sentiment de culpabilité de Philippe n'est pas passé facilement. Un jour, il m'a dit « Madeleine, peut-être devrions-nous nous séparer ? Peut-être que je ne te mérite pas. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai été choquée. « Philippe, qu'est-ce que tu dis ?»« Moi. » J'ai gardé les lettres de Solène. Peut-être qu'une partie de moi, une très petite partie, appréciait son attention.
Peut-être que je suis aussi coupable. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'au matin. Philippe m'a tout raconté. Comment au début il voyait l'attention de Solène comme un compliment, puis comment il s'est senti mal à l'aise, puis effrayé. Mais je ne voulais pas te faire de peine, Madeleine. Tu aimais beaucoup Solène, c'était ton amie la plus proche. Si j'intervenais, si je te séparais d'elle, tu serais malheureuse. Philippe, ai-je dit, tu as essayé de me protéger, avec une mauvaise décision, mais avec de bonnes intentions. Et maintenant, nous allons surmonter ça ensemble. Philippe a pleuré. En 35 ans de mariage, c'était la première fois que je le voyais pleurer. Élise et Antoine aussi avaient été traumatisés. Un jour, Élise m'a demandé « Maman, j'aimais beaucoup tante Solène. Elle m'a toujours bien traitée. Elle me donnait des livres, parlait avec moi. Maintenant, en regardant en arrière, tous nos souvenirs étaient-ils faux? Ne m'a-t-elle jamais aimée ?» La réponse à cette question était très difficile. « Élise, ai-je dit, peut-être que Solène t'aimait vraiment, mais cet amour n'était pas un amour sain. Cet amour était un désir de possession, de contrôle. Solène était une femme malade, et sa maladie empoisonnait toutes ses relations. » Antoine était plus en colère. « Maman, si un jour Solène sort de prison, je vais la trouver et... » disait-il. « Non, Antoine, ai-je dit fermement. Tu ne feras rien. Solène est dans le passé maintenant. Nous allons nous concentrer sur l'avenir. » 6 mois plus tard, docteur Laurent m'a suggéré quelque chose. « Madeleine, peut-être devriez-vous transformer cette expérience en quelque chose. Peut-être devriez-vous aider les autres. Écrivez et racontez votre histoire. » Ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Chaque mot que j'écrivais, je laissais derrière moi un morceau de Solène. Chaque page était ma voix, pas celle de Solène. Écrire le livre est devenu ma thérapie. J'ai travaillé pendant 1 an. Chaque jour, j'écrivais 2-3 heures. J'ai raconté mes 30 ans d'amitié avec Solène, comment elle m'avait manipulée, suivie, essayé de voler ma vie. Quand j'ai tenu la première édition du livre dans mes mains, j'ai touché la couverture. La femme qui était mon ombre, un mensonge de 30 ans, était écrit. La Madeleine de 38 ans en moi, celle qui avait ouvert sa porte à Solène, a pleuré. Mais la Madeleine de 68 ans a souri, parce que maintenant l'histoire avait changé. Maintenant, c'était moi qui contrôlais le récit. Le livre a suscité un grand intérêt en France. Le premier mois, 50 000 exemplaires ont été vendus. Le deuxième mois, 100 000. J'ai donné des interviews dans les journaux, les magazines, et chaque jour, j'ai commencé à recevoir des centaines d'emails. Une femme a écrit « Madeleine, votre histoire est mon histoire. Moi aussi, j'ai une amie depuis 15 ans, et elle aussi copie tout de moi. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Je l'ai confrontée et l'ai retirée de ma vie. Vous m'avez sauvée. » Une autre femme, « Ma voisine avait fait une copie de la clé de ma maison. Elle entrait quand je n'étais pas là. Après avoir lu votre livre, je suis allée à la police. Ma voisine a été arrêtée et ils ont trouvé mes affaires chez elle. » Une autre femme, « Ma collègue de travail essayait de se rapprocher excessivement de moi. Elle a commencé à arriver au travail à la même heure que moi, à manger les mêmes plats que moi. Après avoir lu votre livre, j'ai compris que cela pouvait être dangereux. J'ai parlé avec les ressources humaines. Ces lettres m'ont donné de la force, parce que maintenant je savais que ma douleur n'était pas en vain. Mon histoire sauvait d'autres personnes. » Un jour, une chaîne de télévision a appelé. « Madame Dubois, nous voudrions raconter votre histoire en prime time. Accepteriez-vous » J'ai d'abord hésité. C'était une histoire très personnelle. Mais ensuite j'ai pensé, si je la raconte à la télévision, je peux toucher des millions de personnes. Je peux peut-être sauver la vie d'au moins une personne. J'ai accepté. Je suis passée à la télévision, prime time, vendredi soir, 3 millions de téléspectateurs. Là, j'ai raconté mon histoire avec Solène. La présentatrice était très sensible. Elle ne m'a pas posé de questions difficiles. Elle a juste écouté. Après la diffusion du programme, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Le hashtag Watch Your Shadow, surveillez votre ombre, est devenu viral. Les gens ont commencé à partager les comportements suspects dans leur vie. Ils se soutenaient mutuellement. Et un jour, j'ai reçu un email spécial. Expéditeur Camille Rousseau. Madame Dubois, je suis la victime de Solène à Paris. Je vous ai vue à la télévision. J'ai pensé que je devais vous parler. Pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai rencontré Camille dans un café à Lyon. C'était une femme de 55 ans, élégante, intelligente, docteur. Elle m'a raconté l'histoire de Solène à Paris. En 2005, Solène avait commencé à travailler dans le cabinet de Camille, comme secrétaire.
Au début, c'était une employée très bonne, très serviable. Mais ensuite, des choses étranges avaient commencé à se produire. Solène avait commencé à imiter Camille, puis elle avait commencé à montrer de l'intérêt pour le mari de Camille, puis elle avait commencé à entrer secrètement dans la maison de Camille. En 2010, je n'en pouvais plus, a dit Camille. Je suis allée à la police, j'ai obtenu une ordonnance d'interdiction. Solène a quitté Paris, et moi, je ne l'ai pas suivie. Peut-être aurais-je dû, peut-être que j'aurais pu empêcher d'autres victimes. Camille, ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Solène était une très bonne manipulatrice. Elle pouvait tromper tout le monde. Et maintenant, elle ne peut plus faire de mal à quelqu'un d'autre. Camille et moi, ce jour-là, avons pris une décision. Ensemble, nous allions créer une association. Association des victimes de vol d'identité et de traqués obsessionnels. Nous avons créé l'association. La première année, 200 femmes nous ont contactés. La deuxième année, 500. Maintenant, 3 ans plus tard, des milliers de femmes et d'hommes nous contactent chaque année. L'association fournit soutien juridique, soutien psychologique, conseil en sécurité, gestion de crise. Chaque histoire est différente, mais fondamentalement la même. Une personne essaye de voler la vie d'une autre personne. Solène est sortie de prison après 3 ans, mais elle n'a pas été autorisée à retourner à Lyon. Elle a été envoyée dans une petite ville du sud de la France, Arles, pour vivre sous surveillance. Elle va régulièrement à des contrôles psychiatriques. Elle prend des médicaments. Parfois, je me demande ce que fait Solène maintenant. A-t-elle trouvé une nouvelle victime là-bas? Ou a-t-elle vraiment été traitée et a-t-elle changé? Je ne sais pas. J'espère qu'elle ne fait plus de mal à personne. Mais pour être réaliste, Dr Laurent m'a dit « Ce type de trouble guérit rarement complètement. Solène luttera probablement contre ces tendances toute sa vie. » Aujourd'hui, j'ai 68 ans. 2 ans se sont écoulés depuis l'arrestation de Solène. Parfois, je me réveille encore la nuit. Je vois Solène dans mes rêves. Parfois, je sursaute encore quand on sonne à la porte. Parfois, je regarde encore avec méfiance les nouvelles personnes que je rencontre. Mais maintenant, je suis plus forte. Maintenant, je sais que la confiance est importante, mais l'attention aussi. Maintenant, je sais que poser des limites n'est pas un manque d'amour. Maintenant, je sais que nous devons faire confiance à nos instincts. Philippe et moi, nous avons reconstruit notre relation. Au début, c'était difficile. Les lettres de Solène avaient créé une ombre entre nous. Mais nous avons parlé, pleuré, nous nous sommes pardonnés. Quand je tiens la main de Philippe, je me sens différemment maintenant. Avant, c'était automatique, c'était une habitude. Maintenant, c'est un choix conscient. Chaque matin, je le choisis. Chaque jour, j'ai confiance en lui. Et il fait la même chose. Aujourd'hui, notre mariage de 35 ans est plus fort qu'avant. Parce que maintenant, nous sommes complètement ouverts l'un envers l'autre. Nous n'avons pas de secrets, nous n'avons pas de peur. Élise est aujourd'hui psychologue. Elle a été influencée par mon histoire et s'est spécialisée dans le traumatisme. Maintenant, elle travaille avec des victimes de traques obsessionnelles. Elle fait du bénévolat dans mon association. Antoine travaille dans une entreprise de sécurité. Lui aussi, influencé par mon histoire, fait du conseil en sécurité spécialement pour les femmes. Il installe des systèmes de sécurité dans les maisons, il donne des formations sur la protection contre les harceleurs. Mon petit grand-fils a maintenant 5 ans. Son nom est Sophie. Elle ne connaît pas encore mon histoire, mais quand elle grandira, je lui raconterai. Je lui dirai « Sophie, fais confiance aux gens, mais garde les yeux ouverts, parce que parfois la personne qui semble la plus proche est la plus dangereuse. Et toujours, toujours, écoute ton instinct. » Mon histoire s'est terminée relativement bien. Parce que je suis vivante, ma famille est en sécurité et Solène ne peut plus nous faire de mal. Mais des centaines, des milliers de femmes et d'hommes vivent des histoires comme la mienne, et certains d'entre eux n'ont pas autant de chance. C'est pourquoi je raconte mon histoire. J'ai écrit mon livre, je suis passée à la télévision, maintenant j'enregistre aussi cette vidéo. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose de très important. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle a éveillé un sentiment en vous, s'il vous plaît, agissez. Aimez cette vidéo parce que plus le nombre de likes est élevé, plus cette histoire touche de gens. Les algorithmes fonctionnent comme ça malheureusement, mais si cela peut sauver une vie, ça vaut la peine d'appuyer sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère parce que chaque semaine, nous partageons des vraies histoires de gens comme vous. Des histoires de guérison après un traumatisme, des histoires d'échapper de la manipulation, des histoires de survie. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires.
Avez-vous vécu une expérience similaire? Votre instinct vous a-t-il averti, mais vous l'avez ignoré? Y a-t-il une ombre dans votre vie? D'où regardez-vous? Parce que chaque commentaire renforce encore plus cette histoire. Chaque partage touche une autre personne. Ensemble, nous créons une prise de conscience. Ensemble, nous sauvons des vies. Si vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est très proche de vous, mais qui éveille un sentiment étrange en vous, s'il vous plaît, n'ignorez pas ce sentiment. Enquêtez, demandez, soyez prudent. Parce que parfois, ce sentiment étrange est votre instinct qui vous protège. Et souvenez-vous, les vrais amis respectent vos limites. Les vrais amis n'essaient pas de vous copier, de prendre votre place. Les vrais amis vous donnent de l'espace, de la liberté. Les vrais amis sont heureux de votre succès. Ils ne sont pas en compétition avec vous. Solène n'était pas mon amie. C'était mon ombre. Pendant 30 ans, elle a marché derrière moi, a imité mes mouvements, a porté mon odeur, a parlé avec ma voix. Et finalement, elle a essayé de prendre ma place. Mais elle n'a pas réussi. Parce que je suis Madeleine, de Lyon, 68 ans, professeure de littérature à la retraite. Et personne ne peut prendre ma place. Aujourd'hui, j'ai marché le mont du Rhône. Le soleil se couchait, le ciel était orange et rose, c'était très beau. Philippe était à côté de moi, tenant ma main. Je me suis retournée, juste pour vérifier, par habitude. J'ai cherché une ombre, mais il n'y avait personne là. Il n'y avait plus Solène. Il n'y avait que mon ombre, seulement la mienne. Et cela m'a donné la paix. Pour la première fois, après 2 ans, j'ai vraiment ressenti la paix. Je suis Madeleine, j'ai 68 ans, de Lyon, et c'est mon histoire. L'histoire d'un mensonge qui a duré 30 ans. Une histoire de trahison, de manipulation, d'obsession. Mais aussi une histoire de survie, une histoire de renforcement, une histoire de prise de conscience. Et j'espère pour vous une histoire d'avertissement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir cru. Merci de partager mon histoire. Et souvenez-vous, surveillez votre ombre, parce que parfois, les ombres peuvent devenir réelles. Au revoir et prenez soin de vous.